Récemment, j'ai déménagé et dans mon déménagement, j'ai trouvé deux trucs. Le premier, c'est cette boîte, Call of Duty Ghost. Et oui, je suis désolé, mais je vais dire Call of pendant toute la vidéo parce que quand j'avais 10 ans et demi, je disais Call of et pas Call of. Cette boîte m'a donné l'idée de cette vidéo. Et deuxièmement, j'ai découvert que dormir, c'était important. Et ça, c'est très marrant parce que justement, ça va faire la transi parfaite avec le sponsor de cette vidéo. Un sponsor qui m'a permis de me reposer correctement durant mon déménagement. Je vous présente Emma. Emma, c'est une marque de literie qui a eu l'idée de m'envoyer un super matelas justement pour que je puisse vous dire que bien dormir, c'est important. Moi, je dors entre 3 et 8 heures par nuit et vraiment un bon matelas, ça fait la différence. J'ai pu tester le Hybrid 2 et il est parfait pour moi. En ce moment, chez Emma, c'est les French Days jusqu'au 2 octobre, donc va avoir plein de réductions partout. Et avec le lien dans la description ou avec le code promo, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Et moi, ils m'ont envoyé un matelas, mais il y a plein d'autres items qui sont super intéressants pour pouvoir améliorer son sommeil à moindre coût. Genre des surmatelas, ou alors des meilleurs oreillers, ou des couettes, ou même du linge de lit. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour dormir mieux. Et si jamais vous avez peur de ne pas être satisfait, ne vous inquiétez pas, les livraisons et les retours sont gratuits. Vous avez 100 nuits d'essai et en plus de ça, pour ceux qui seraient satisfaits, votre matelas est garanti pendant 10 ans. Donc là, vous avez un meilleur sommeil et vous prenez zéro risque. Donc si comme moi, vous voulez mieux dormir, n'hésitez pas, Emma est fait pour ça. Voilà, maintenant parlons de Call of Duty. S'il y a bien une licence de FPS qui a marqué les années 2000 et le début des années 2010, c'est Call of Duty. Je me souviens, c'était une pure folie. On avait tous un pote qui jouait à Call of, que ce soit en ligne pour faire des trickshots de fou ou spam le mode zombie sur Black Ops. Je me souviens pour la sortie de Call of Duty Ghost, il y a eu des émeutes à Milan et durant la Paris Games Week, la police a dû intervenir tellement les gens n'arrivaient pas à se contrôler. Et moi là, je vous raconte ça et pourtant j'ai longtemps joué à Call of chez un pote parce que mes parents refusaient que je joue à un jeu aussi violent alors que j'étais qu'en primaire. Alors bizarrement pour GTA San Andreas, ils avaient dit oui, donc quand c'est pour buter des Russes et des Chinois à l'appel, là ça dit non. Par contre quand c'est pour que ton gosse de 9 ans et demi aille dépenser tout l'argent qu'il a récupéré sur des cadavres de flics dans les strip clubs de Los Santos, là bizarrement il n'y a aucun problème. Je m'éloigne un peu du sujet. Le fait est que du coup mon premier Call of Duty c'était Call of Duty Ghost, considéré largement comme un des pires de toute la licence. Et je me souviens à l'époque j'ai eu deux réactions. Premièrement j'étais déçu parce que en effet le jeu était extrêmement dégueulasse. Et deuxièmement j'étais content parce que du coup le prochain Call of Duty que j'allais acheter il serait forcément mieux. Non ? Call of Duty Infinite Warfare, un jeu que je qualifie aujourd'hui de belle merde, dans le sens premier du terme. C'était vraiment pas ouf, mais au moins ils ont tenté des trucs. Donc une belle merde. Et là vous savez c'est marrant parce que récemment je me suis rendu compte que Call of Duty Ghost et Infinite Warfare ont tous les deux été distribués par Activision, jusque là rien d'anormal, mais les deux ont été développés par le même studio. Ils ont été codés par Infinity Ward, un studio de développement détenu par Activision. Et du coup je suis allé regarder quel autre Call of Duty Infinity Ward avait fait, parce que je savais que les Black Ops c'était pas eux, c'était Treyarch ou Treyarch, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas je savais qu'Infinity Ward ils avaient fait que quelques-uns du coup, ils avaient pas tout fait. Donc je suis allé voir lesquels ils avaient fait pour savoir s'ils faisaient uniquement que de la merde. Et bien regardez, Infinity Ward c'est eux les développeurs originels du premier Call of Duty, du deuxième et des 3 Modern Warfare. Autrement dit, les bases d'une licence à plusieurs milliards de dollars, plus les jeux qui ont propulsé la licence au stade de franchise incontournable des années 2010. Alors comment ça se fait qu'on passe de ça aux merdes infâmes que sont Ghost et Infinite Warfare? Et bien je me suis renseigné, et si je vous dis que ça inclut 2 mecs, des agences d'investigation, de l'espionnage d'entreprise, des réunions secrètes et plusieurs dizaines de millions de dollars, vous me croyez? Parce que c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Les deux personnes qui vont nous intéresser, les voilà. Jason West et Vince Zampella. West, c'est le cliché du geek dans les années 2000. Il a appris à coder à l'âge de 9 ans et passe toute son enfance à jouer à des jeux de rôle textuels sur des vieux ordinateurs. De son côté, Zampella, c'est le businessman. Il réfléchit toujours à la meilleure chose à faire pour aller de l'avant. C'est le duo parfait. West et Zampella, ils travaillent tous les deux dans un petit studio de jeux vidéo où ils vont réaliser des jeux inconnus du grand public, comme Laser Arena ou Wage of Sin, des jeux dont personne ne se souvient. Mais en 2002, leur patron se fait appeler par EA pour réaliser un jeu très important, Medal of Honor Débarquement Allié. Medal of Honor, c'est du grand spectacle. Vous êtes le héros et à vous seul vous allez mettre en déroute toute une armée. Et pour l'instant, certains d'entre vous l'ont pas encore remarqué, mais ce que vous voyez là, c'est des images de Call of, et pas de Medal of Honor. Et ça montre à quel point les deux sont similaires. Un FPS, des gros fusils et du spectacle. Et comme c'est EA qui finance tout, ils veulent du lourd. Bon, ok, en voyant les images, c'est pas fou, mais c'était du lourd pour 2002. Il y a Steven Spielberg à l'écriture qui avait réalisé Il faut sauver le soldat Ryan. Donc clairement, EA, quand ils vont donner le projet au boss de West et Zampella, et ben EA, ils lui mettent un énorme coup de pression pour avoir le jeu de l'année. Et en vrai, c'est littéralement ce qu'ils vont avoir. Le jeu est hyper bien noté, il a reçu plusieurs récompenses et a généré plusieurs millions de dollars de bénéfices pour EA.
Et avec un succès pareil, West et Zampella, ils se disent putain, on vient de faire un jeu incroyable et toute la thune va à notre patron, alors que c'est nous les leaders des projets. Et c'est comme ça qu'ils vont quitter leur boîte. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Pour créer leur propre studio de jeux vidéo, Infinity Ward. Et avec eux, c'est 22 collègues qui vont les suivre. Tellement les deux développeurs ont géré le projet Medal of Honor, ils sont devenus de véritables leaders pour leurs collègues. Sauf que là, avec toutes les démissions qui viennent en même temps, le patron de la boîte, il le prend très mal et il accuse West et Zampella d'avoir planifié leur départ avec tous leurs collègues pour saboter l'entreprise et utiliser leur expérience pour monter une boîte concurrente. Et du coup, leur ancien patron, il va porter plainte pour sabotage. West et Zampella, ils viennent de dépenser tout ce qu'ils avaient comme économie pour louer des locaux et des ordinateurs. Ils n'ont pas l'argent pour se battre dans un procès. Donc là, l'histoire vient de commencer et c'est déjà la merde. Sauf que, attention, Medal of Honor, ça a été un immense succès et du coup, les autres grosses boîtes, elles veulent faire pareil que EA. Elles veulent des FPS, grands spectacles qui ramènent un max de thunes. Et c'est pour ça qu'en 2003, en plein durant le procès, Activision arrive devant West et Zampella. Et Activision, ils leur disent, on paye un gros billet à votre ancien boss pour qu'il annule le procès. En échange, vous acceptez qu'on achète votre boîte et vous nous faites un jeu exactement comme Medal of Honor. On veut la même chose, les mêmes résultats, mais juste vous changez le nom, sinon on va avoir des problèmes. West et Zampella, ils n'ont pas le choix d'accepter parce qu'ils n'ont pas l'argent d'affronter leur ancien boss. Et c'est comme ça que débute le projet Medal of Honor Killer. Avec un nom pareil, le but est très clair. Faire une licence qui va tuer Medal of Honor. Et cette nouvelle licence, on la connaît tous parce qu'elle s'appelle Call of Duty. 5,9 millions d'exemplaires vendus. Le tout premier Call of pulvérise la concurrence. Activision se fait un maximum d'argent avec le tout premier jeu d'Infinity Ward, ce qui est également le tout premier jeu d'une des séries les plus rentables de l'histoire des jeux vidéo. Et si vous connaissez Activision, vous savez qu'ils adorent l'argent, et donc ils en veulent plus. West et Zampella, ils vont signer pour un Call of Duty 2 qui sortira 2 ans plus tard en 2005. 6,24 millions de copies vendues. Le rouleau compresseur écrase tout sur son passage. Activision, actuellement, ils sont au paradis. Ils ont un petit studio pas très cher qui leur fait des jeux qui ramènent plusieurs centaines de millions de dollars. Et du coup, Activision, ils en peuvent plus d'attendre encore 2 ans pour un nouveau Call of. Ils vont commencer à embaucher d'autres studios pour bosser en simultané. Treyarch et Sledgehammer. La machine est en route et c'est tous les ans qu'on va avoir droit à un nouveau Call of. À ce moment-là, West et Zampella, ils sont acclamés par leurs collègues. Ils ont quitté leur job pour créer leur propre studio et maintenant c'est les développeurs de la plus grande licence de FPS du début des années 2000. Mais c'est à peine le début en fait parce qu'en 2007, West et Zampella vont sortir le jeu qui va envahir tous les salons. Call of Duty 1 c'était 5,9 millions de copies. Call of Duty 2 c'était 6,24. Le 3, développé par Treyarch, sera vendu 7,2 millions de copies. Devinez combien de copies de Code 4 vont être vendues. Je vous laisse un peu de temps pour l'écrire en commentaire pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ils ont brisé tous les records. Call of Duty 4 Modern Warfare s'est vendu à 18 millions de copies. Le 4, c'est pas juste le 4, c'est également le premier MW, le premier Modern Warfare. Ils ont triplé les ventes avec le tout premier MW. Et c'est très simple pour qu'on puisse se rendre compte d'à quel point ça a été un hit planétaire, c'est que la valeur boursière d'Activision, ce trimestre-là, a doublé. Ce petit studio avec un seul jeu vidéo vient de faire doubler la valeur boursière d'Activision. C'est monumental. Et là, West et Zampella, ils se sentent sur le toit du monde. Ils sont les développeurs derrière les plus gros jeux d'FPS du monde. Les seuls concurrents viables à l'époque, c'était Battlefield et clairement, ils leur mettent 7 millions de ventes supplémentaires dans la gueule. Et c'est pour ça que nos deux développeurs, ils vont commencer à négocier avec Activision. Et ça, c'est le début de très gros problèmes. West et Zampella, ils vont accepter de faire MW2 en échange d'une liberté totale de création sur toute la licence Modern Warfare. Vous savez, quand vous êtes un studio qui est détenu par une maison mère, vous devez toujours rendre des versions à la maison mère pour qu'elle puisse les checker et valider le projet. Là, ce qu'ils veulent West et Zampella, c'est la liberté créative totale. Ne pas devoir envoyer la version B pour attendre 2 semaines, avoir la validation pour commencer la version C, etc. etc. Non, eux, ils veulent pouvoir tout gérer en interne pour aller super vite et faire ça à leur manière. Parce que West et Zampella, ils veulent aussi mettre des scènes un peu plus choquantes dans leur jeu. Des scènes qui marquent un peu plus les esprits. Et là, quand je vous parle de ça, je pense directement à la scène de l'aéroport. Mais c'est pas tout, West et Zampella, ils veulent la liberté créative totale, mais aussi le droit de décider si oui ou non ils feront une suite. En fait, ils veulent littéralement posséder la licence Modern Warfare. Que aucun Modern Warfare se fasse sans leur accord. Et attention, c'est pas tout parce qu'à côté de ça, ils vont aussi négocier d'énormes primes pour eux et toute leur équipe si jamais les ventes de MW2 sont correctes. Et là, Activision, ils sont un peu bloqués parce que d'un côté, ils ne veulent absolument pas accepter tout ce que je viens de vous dire, la liberté créative, les grosses primes, tout ça, ils ne veulent pas accepter ça. Mais d'un autre côté, pour faire un jeu aussi bien que MW, il faut le même studio que MW. Activision, ils savent très bien qu'un jeu qui sera pas fait par Infinity Ward sera un jeu qui sera moins vendu et donc moins d'argent à se faire. Et c'est pour ça que malgré tout, Activision va accepter le deal de West et Zampella. Sauf qu'à la tête d'Activision, il y a Bobby Kotick. Et Bobby Kotick, il aime une chose par-dessus tout,
et c'est l'argent. Bobby, il sait que le projet MW2 va littéralement envoyer Activision dans l'espace en termes d'argent. Donc il accepte les demandes de West et Zampella, mais il va quand même mettre une petite clause dans le contrat. Si jamais vous faites virer, on reprend les droits de la licence. Bon, alors petit récap de la situation. Bobby Kotick, il veut un MW2 pour se faire un maximum d'argent. Et les seuls assez compétents pour offrir un MW2 qui brise tous les records de vente, c'est West et Zampella. Sauf que eux, ils acceptent uniquement de bosser sur le projet s'ils ont le contrôle total sur la licence. Donc le contrôle sur le jeu, ça va de soi, mais également le contrôle sur le fait de décider si oui ou non ils acceptent après de faire une suite ou pas. Quand vous êtes le patron de la plus grande boîte de jeux vidéo des années 2000, vous avez besoin de petits soldats contrôlables. Pas de mecs qui viennent prendre le contrôle de votre licence la plus rentable. Parce que Bobby Kotick, lui, ce qu'il veut, c'est un MW3. Mais s'il a cédé des droits à des gars qui refusent de faire un MW3, il est foutu. Il ne pourra pas envoyer le projet MW3 à un autre studio parce que justement, il a cédé les droits de la licence entière à West et Zampella. Mais Bobby, il est pas con. Et le plan est très clair. Il accepte les demandes de West et Zampella. Il se fait un maximum d'argent avec le tout nouveau MW2 et ensuite il les vire pour récupérer les droits de la licence grâce à sa petite clause dans le contrat. Le beurre, l'argent du beurre, et on se débarrasse des deux crémiers qui cassent bien la tête pour les remplacer par deux crémiers bien obéissants qui pourront faire des MW à l'infini pour se faire de l'argent à l'infini. Et c'est pour ça que dans l'ombre, c'est le début du projet Icebreaker. On dirait vraiment un nom de projet que donnerait un méchant dans un film, et c'est sûrement parce que Bobby Kotick, on dirait réellement un méchant de film. Le projet Icebreaker, c'est tout simplement trouver toutes les informations compromettantes sur West et Zampella pour les faire virer. Bobby, il va demander à plusieurs compagnies de cybersécurité de hacker les ordinateurs de West et Zampella pour trouver toutes les informations qui pourraient justifier un licenciement. Un mail à une boîte rivale, des photos compromettantes, des messages privés qui parleraient mal des supérieurs d'Activision, n'importe quoi pour les dégager. Et c'est quelque chose de tellement immoral et illégal que plusieurs boîtes vont littéralement refuser de travailler avec Bobby. Il y a même des citations officielles qui vont être lâchées durant le procès qui va suivre l'histoire où littéralement c'était juste se débarrasser des mecs. Et quand t'avais des gars qui avaient peur des répercussions sur un projet aussi illégal et immoral, les hauts placés d'Activision ils répondaient t'inquiète, les ordres ils viennent directement de Bobby, t'en fais pas pour les répercussions. Novembre 2009, la sortie de MW2, 25 millions de copies vendues. West et Zampella sont encore une fois sur le toit du monde. Ils vont arriver pour renégocier leur contrat. Ils veulent pas commencer MW3 sans être une véritable boîte indépendante. Parce que West et Zampella, ils savent pas qu'ils sont traqués et espionnés, mais ils sentent que ça pue énormément pour eux. Et les deux, ils veulent assurer leur futur. Ils veulent assurer un plan B au cas où les choses tourneraient mal. À l'époque de Medal of Honor, ils avaient gardé contact avec John Riccitello, le patron d'Electronic Arts. C'est le plus grand rival d'Activision. Et West et Zampella, ils veulent lui parler. Ils veulent lui dire qu'ils sont potentiellement dans la merde. Et du coup, ils veulent laisser aucune trace. Il n'y a pas moyen de faire ça par téléphone ou par ordinateur, parce que tout est potentiellement sur écoute. Du coup, ils vont décider de se rendre chez lui. Mais pas en avion, parce que les billets, ce serait suspect. Non, ils vont louer un jet privé pour y aller. Ils vont expliquer leur situation à John, la clause dans le contrat, et demander de l'aide si jamais Activision tenterait de les dégager. Et justement, Bobby Kotick et tous les supérieurs d'Activision étaient en train de récupérer l'argent du beurre, l'argent de MW2. Maintenant, il était temps de dégager West et Zampella et de récupérer les droits sur la licence. Activision engage en février 2010 un cabinet juridique qui va commencer à faire des interrogatoires aux employés d'Infinity Ward. West et Zampella, ils sont pris chacun de leur côté et commencent à se faire interroger. Des agents de sécurité commencent régulièrement à observer les locaux d'Infinity Ward. Pendant 2 ans, le projet Icebreaker a été fait en toute discrétion, mais maintenant Bobby n'a plus le temps pour la discrétion. Les locaux d'Infinity Ward étaient tous les jours remplis d'avocats et de gardes de sécurité qui scrutaient le moindre mail, le moindre geste, le moindre regard. Il y avait une pression constante sur tous les employés. Tout pour les faire craquer, tout pour qu'ils avouent des choses qu'ils savaient sur leurs deux boss, sur West et Zampella. West et Zampella, ils en peuvent plus, ils sont sous pression constante et leurs employés aussi. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir de moins en moins envie de coopérer avec Activision. Et en mars 2010, West et Zampella se font virer pour rébellion. Un motif qui sera même pas justifié par Activision, juste rébellion. Bobby Kotick a eu exactement ce qu'il voulait. Il a eu MW2 qui avait brisé tous les records, il a récupéré les droits de la licence et a dégagé les 2 personnes qui l'empêchaient de devenir encore plus riche. Sauf que c'est loin d'être fini en fait. Parce que West et Zampella, ils vont démarrer un procès contre Activision, un procès qui va prendre des proportions gigantesques. Ils vont contester leur licenciement en disant que Bobby Kotick avait tout planifié dans l'ombre pour les faire virer et récupérer la licence de Modern Warfare. 40 développeurs de chez Infinity Ward vont quitter le studio pour rejoindre le tout nouveau studio de West et Zampella, Respawn Entertainment. Un studio indépendant, mais en partenariat direct avec le plus grand concurrent d'Activision, Electronic Arts.
Les rumeurs qui parlaient du voyage en jet privé de Westy Zampella chez le patron de EA étaient déjà très suspectes, mais maintenant avec la création de Respawn directement en partenariat avec EA, pour Activision c'est évident, Westy Zampella il se doutait du projet Icebreaker. Et donc en réponse à ça, Activision va refuser de payer les primes aux développeurs qui ont taffé sur MW2 mais qui ont quitté Infinity Ward. Ils vont punir les gens qui ont rejoint Westy Zampella chez Respawn Entertainment. Et de leur côté, Westy Zampella ils vont demander 36 millions de dollars pour licenciement abusif. Pendant 2 ans, le procès va s'éterniser avec de plus en plus de diffamations et d'informations compromettantes. Un informaticien de chez Activision va avouer l'existence du projet Icebreaker. Et avec ses aveux, Westy Zampella, c'est plus 36 millions qu'ils demandent. Ils vont demander 1 milliard de dollars de dédommagement. L'ancien patron de Westy Zampella, vous vous souvenez, l'ancien patron avant la création d'Infinity Ward, va prendre la défense d'Activision en disant que Westy Zampella sont des requins qui se font passer pour de petits développeurs naïfs et innocents. Vous voyez un peu la merde que c'est? Le procès aurait pu encore durer des années, sauf que Activision va commettre l'erreur de trop. Activision va démarrer un procès directement contre EA. Démarrer un procès contre 2 anciens employés c'est une chose, mais démarrer un procès contre une multinationale multimilliardaire c'est totalement différent. Jason West, Vince Zampella et les avocats de EA vont se rendre directement chez Activision et prendre Bobby Kotick et quelques-uns de ses avocats dans une salle. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui a été dit dans cette pièce. Tout ce qu'on sait, c'est que juste après, Activision a directement envoyé 42 millions de dollars aux anciens employés d'Infinity Ward. Ils ont abandonné le procès contre EA et abandonné le procès contre Westy Zampella en leur donnant à chacun plusieurs dizaines de millions de dollars. La somme exacte n'est toujours pas connue à ce jour. Activision refusera catégoriquement de parler de cet événement dans la presse. Et c'est pour ça que Call of Duty Ghosts, qui est sorti 1 an après toute cette histoire, est une énorme merde. Parce que faire un jeu incroyable en plein procès avec des gardes de sécurité et des avocats qui prennent tes employés un par un pour faire des interrogatoires durant le développement d'un jeu, ça ne marche pas. Westy Zampella, ils viennent de gagner. Ils ont quitté leur petit studio pour créer Infinity Ward et la plus grande licence de FPS de tous les temps. Ils ont détruit la licence de leur plus grand concurrent avant de s'allier à lui pour se défendre face à la trahison de leur nouveau chef. Ils ont redéfini le monde du jeu vidéo et sont devenus multimillionnaires en gagnant contre l'une des plus grandes entreprises de tous les temps.